Oui, donc j'ai préparé cet exposé avec Jean-Pierre Dacosta et c'est moi qui ai gagné au tirage au sort, donc je vais vous le présenter. Et pour commencer, donc juste un petit topo de quoi on parle quand on parle de vision artificielle pour la robotique. Eh bien, Ouais, avant moi je tout, connaissais l'intelligence artificielle, mais là on parle de vision oui, artificielle. alors du coup, la vision artificielle, hop là, je me suis un peu emmêlé, ouais, c'est bon, je reviens en arrière, voilà. Du coup, oui, la vision artificielle, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la perception d'une façon générale. Donc d'abord, de la vision artificielle pour la robotique, c'est d'abord des capteurs, donc des caméras d'une certaine façon au sens large. Et le premier capteur qu'on utilise en général pour faire de la vision en robotique, ce sont des capteurs LIDAR, donc des capteurs qui en fait sont placés souvent à l'avant du robot, qui vont envoyer des faisceaux laser et qui vont permettre de construire un modèle 3D de la scène, c'est-à-dire qu'en fait qui perçoit son environnement et les distances des différents objets qui sont devant le robot. Un peu comme les sonars Exactement, mais cette dans fois-ci, les sous-marins. c'est simplement c'est de la lumière ou les radars d'une manière générale. Le deuxième type de capteur qu'on va mettre, ce sont les caméras classiques, alors soit caméra couleur, on dit RGB dans notre jargon, mais ou multispectrale, peu importe, qui produisent une image qu'on va qualifier de plus ou moins classique. Et puis le troisième type de caméra, c'est les caméras mixtes qu'on appelle aussi RGB plus D ou couleur plus profondeur, qui vont à la fois, comme on le voit ici sur l'image de gauche, prendre une image couleur de la scène, et puis également une image de profondeur, c'est-à-dire la distance de chaque pixel entre le pixel et la caméra, et donc qui permettent là aussi d'avoir une idée de la géométrie de la scène. Évidemment, ces capteurs ne suffisent pas et pour faire de la vision artificielle, il faut aussi des algorithmes. Alors ces algorithmes, ces programmes, soit ce sont des approches traditionnelles de traitement d'image, donc sur lesquelles on prend une image, on extrait des paramètres de cette image, ce qu'on appelle ça des primitives, la géométrie, la texture, bon, peu importe, la couleur, et puis on prend ensuite une décision un peu plus complexe sur quelle forme on a observé, à quelle classe appartient cette image, etc. Et on obtient un certain résultat qui est l'image analysée. Et puis bien sûr, il y a le deep learning, il y a l'intelligence artificielle qui a un petit peu bouleversé tout ça. Et maintenant, on a des schémas en général un peu différents dans lesquels on utilise des outils d'intelligence artificielle qui vont à la fois faire l'analyse et puis extraire les informations et les objets de ces images. Voilà, donc on a besoin de ces éléments-là, et puis on va extraire à partir de ces outils-là des informations des images, soit pour dire à quelle classe appartient cette image, soit pour détecter ou détourer un objet qui est dans l'image, soit éventuellement pour faire des mesures sur ces objets. Et à quoi Voilà. ça va servir pour la robotique alors? À quoi ça va servir pour la robotique? Eh bien, pour quoi faire? Eh bien, pour guider l'engin, donc pour gérer ses déplacements, pour sécuriser le déplacement, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est Roland qui a apporté des éléments là-dessus dans son premier exposé. On va détecter des obstacles, on va alerter. Et puis ça suffit pas parce que ça, c'est seulement déplacer le robot. Et la deuxième catégorie d'usage, c'est pour piloter un outil. Par exemple, pour agir sur la culture, on va avoir, je sais pas, un bras, un actionneur qui va modifier la culture, ou simplement pour la surveiller, ce qu'on appelle le scouting. Donc on va avoir deux grandes catégories d'usage. Et si on les détaille un petit peu plus, par exemple, eh bien d'abord reconnaître la structure de la scène, donc pour le guidage, par exemple, eh bien ça va compléter le guidage de l'engin. Alors les engins sont en général équipés d'un récepteur, alors on dit GPS de façon commune ou de façon plus précise GNSS, RTK, enfin peu importe. On a des outils liés au GPS qui vont permettre de localiser l'engin. Eh bien, on va compléter ça avec les caméras. Ou alors, on peut piloter un outil qui est sur l'engin. Par exemple, un préhenseur, un bras qui va faire une cueillette, ou un outil qui va modifier, qui va travailler le sol, ou un engin qui va aller couper éventuellement une branche ou autre chose. Oui, on parle là de mouvements plus fins qui peuvent nécessiter justement un guidage extrêmement Un précis guidage plus fin. assisté par caméra. Exactement. Alors voilà un petit exemple ici sur lequel on a une caméra qui va être utilisée pour un travail du sol et pour faire du désherbage. Et bien ici, la caméra elle va détecter les plantes, elle va savoir où sont les plantes et derrière il y a un petit bras qui est sur le côté et qui va lui assurer le désherbage. C'est les travaux qui ont été faits dans le cadre d'un projet Bip Bip dans notre équipe il y a quelques temps. Et donc voilà les images derrière. Mais vous voyez ici que la caméra a détecté la position de la tige de la plante à préserver. Et donc le bras va agir partout où il n'y a pas la plante pour réaliser ce désherbage. Donc voilà typiquement ce qu'on va faire et on va faire du pilotage d'outils à ce niveau-là.
Un autre exemple, on va détecter un organe à traiter, donc plutôt sur des approches phyto derrière, et donc soit pour distinguer des plantes des adventices, c'est ce que j'ai montré dans l'image précédente, soit pour reconnaître des organes. Donc ici, vous avez une petite illustration sur un pommier, hein, c'est les travaux qu'on a fait avec le CTIFL, je crois qu'il y a des gens ici qui pourraient en parler plus mieux que moi. Et donc, on va détecter ici des fruits, des branches ou autres, par exemple, pour pouvoir ensuite réaliser une action particulière. Un autre exemple, on va détecter ici les symptômes de maladie. Donc, c'est les travaux qu'on a fait aussi dans le laboratoire sur lesquels on essaie de détecter des symptômes de maladie de la vigne. Et donc, pour derrière, après, soit faire un rapport sur ce qu'on a observé ou piloter un peu plus les traitements. Alors, une synthèse à travers un exemple vidéo, donc des petits extraits de vidéo que je vais vous montrer sur des choses là aussi qu'on a fait au laboratoire. Donc, on a un petit robot de scouting, le projet s'appelle Scout & See, et donc vous voyez ce petit robot qui se déplace et qui prend des photos, c'est les flashs que vous voyez ici, et donc qui va se balader dans la vigne ou dans l'arboriculture fruitière. Et donc ce petit robot, c'est en fait un rover, hein, qu'on a acquis clé en main, et puis on lui a ajouté des caméras pour observer la végétation, avec un flash pour maîtriser la lumière. Et puis le robot il est équipé d'un système de guidage dans lequel il y a un capteur LIDAR, donc ce capteur qui permet de mesurer la profondeur. Et puis devant, il y a aussi une caméra couleur-profondeur qui permet d'appréhender la scène. Et puis forcément, il y a un calculateur qui gère tout ça. Donc voilà à quoi ressemblent les différents éléments qu'il faut mettre sur un robot pour faire de la vision artificielle. Et comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez ici le robot qui est dans les vignes, et vous allez le voir se déplacer. Et dans l'image qui est en haut à droite, vous voyez le résultat du LIDAR, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez la distance des points de la scène qui sont détectés par ce capteur. En dessous, vous avez la caméra qui est devant le capteur et qui montre, là aussi, qui permet de faire du guidage. Et puis si on continue et qu'on regarde d'autres images, donc là cette fois-ci vous avez le robot qui continue à se déplacer et en haut vous avez les différentes photos qui sont prises par les caméras latérales et qui observent la végétation et qui vont servir à faire donc du scouting, de la surveillance de la végétation. Et puis vous avez en bas à droite une image de caméra de profondeur. Donc voilà, ça illustre bien ce que la vision vient faire dans ce processus. Et du coup, ah oui, alors les résultats, les applications, bien sûr. Voilà la caméra latérale qui observe la végétation. On peut détourer la végétation et mesurer la surface foliaire, la porosité du feuillage, par exemple. Oui, en distinguant en plus les différents plans, parce qu'on Exactement. on voit derrière qu'il y a d'autres. Il y a la vigne du rang de derrière. Du rang derrière qui est supprimé, il arrive à qui est supprimé ici, le rang qui nous concerne. grâce à la caméra profondeur et à l'éclairage. Et alors là, il y a eu un petit loupé. C'est pas grave, je vais revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé normalement? Alors, quand je devrais appuyer ici, il devrait y avoir une vidéo. Voilà, donc j'ai dû la stopper. C'est ça. Donc ça, c'est voilà, un premier exemple. Ça y est, ça repart. Un deuxième exemple de segmentation du feuillage. Tout va bien. Ici, une analyse de symptômes de maladie, c'est la flavescence dorée sur la vigne, mais peu importe, où on distingue les feuilles qui sont malades, des feuilles qui sont apparemment atteintes, mais d'une autre maladie ici, et puis également des rameaux qui aussi sont suspects. Voilà pour ces quelques exemples de travaux. Et quelques enjeux pour conclure. Voilà, je termine sur, sur deux dernières diapos, avec des enjeux et des pistes de progrès. Alors, qu'est-ce qui marche bien en vision aujourd'hui? Eh bien, on a des capteurs qui sont il y a une gamme large de capteurs qui sont disponibles, qui sont assez bien adaptés. Alors peut-être pas adaptés pour faire de la détection précoce de maladies. La question a été posée tout à l'heure. La détection précoce de maladies, c'est un enjeu difficile. Mais en tout cas, quand les symptômes sont visibles, on arrive à faire des choses assez efficaces. On a des algorithmes puissants et qui sont chaque jour un peu plus puissants grâce au deep learning et à l'intelligence artificielle qui se développe. Pour autant, on a aussi des pistes de progrès. Alors j'en ai identifié deux ici principalement, il y en avait certainement d'autres. Une sur les bases de données d'apprentissage, puisqu'on fait beaucoup d'intelligence artificielle, on a besoin de grosses bases de données d'apprentissage pour généraliser. Et il faut que ces bases de données soient représentatives de toutes les situations que rencontrera le robot. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a de la variabilité d'une année sur l'autre, d'une parcelle à l'autre, d'une variété à l'autre. Et tout ça, il faut réussir à le maîtriser si on veut avoir de la vision efficace. Et puis le dernier enjeu, c'est celui sur la certification des performances. Quand on fait de l'intelligence artificielle, de la vision artificielle, on travaille avec des espèces de boîtes noires qui nous donnent des résultats sans qu'on comprenne toujours très bien d'où ils viennent. C'est ce qu'on appelle le problème de l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Et
Nous, quand on utilise une caméra dans un robot, c'est pour, d'une certaine façon, faire une mesure. On veut mesurer une performance agricole, une performance culturelle. Et eh bien, on ne dispose pas, avec ces outils-là, d'intervalles de confiance, de mesures de confiance qui soient scientifiquement valables. Et donc, il faut rajouter, et là aussi, c'est les travaux qu'on fait dans notre laboratoire, pour essayer de rajouter des expressions de cette confiance et pour essayer de transformer le capteur en un capteur métrologique, en un capteur qui fasse des mesures. Voilà. Merci beaucoup, Christian. J'ai tout compris. Je ne sais pas vous, mais je me sens moins bête. On peut donc l'applaudir au moins pour cela. Merci. Là aussi, question courte qui appellerait des réponses courtes. Il y a notamment, en attendant que ça vienne chez vous, moi je me dis que ça fera une transition super avec celui qui ne pouvait pas patienter pour venir nous parler de réglementation, tellement ça l'excitait. Et vous allez voir, ça va être marrant quand même et intéressant, croyez-moi sur parole. Et donc on voit bien que dans ce cas-là, la science peut servir à on va dire, la création de normes utiles à la réglementation. Oui, oui, tout à fait. Mais alors, la science est en collaboration avec les industriels, parce que les travaux que j'ai présentés ici, ils sont faits aussi dans le cadre de tests chiffres avec des industriels, exact, pour ne pas le citer, qui ont vraiment besoin de ces outils de métrologie, de qualification, qui permettent d'aller de l'image à la mesure et à une mesure certifiée, et surtout en phyto. On parlait tout à l'heure, donc du coup, s'il n'y a pas de questions, j'en ai une pour toi, sur la question des mouvements fins qui pouvaient nécessiter justement de recourir à la vision artificielle pour guider un outil. Où est-ce qu'on en est concrètement? On a vu, j'ai en tête au FIRA l'an dernier au moins, ce drone qui permettait de cueillir les pommes ou les tomates même, donc dans des serres. Tu as cité là quelques exemples. Il y avait un vaste projet autour de la taille de la vigne qui peine quand même à sortir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces fonctionnalités-là qui sont quand même très particulière? C'est pas un hasard si les robots aujourd'hui font plutôt du travail du sol, qui est quand même quelque chose qui nécessite un peu moins de précision. Dès qu'on veut s'approcher d'un fruit délicat pour l'attraper par exemple, ou qu'on veut faire de la taille à un endroit très précis d'un sarment. Oui, selon un angle donné en plus. Exactement, suivant un angle, et dans une situation qui n'est pas toujours simple, même quand on est un tailleur pas trop chevronné, et ben là ça devient plus difficile. Et donc du coup on a besoin d'un petit peu de temps. C'est normal qu'on commence par les problèmes les plus simples d'un point de vue activité et action sur la plante. Et là il va falloir encore patienter quelques mois ou quelques années pour voir les produits efficaces sortir. Ok, donc les robots sont encore un peu des bourrins, on l'a compris avec ton message. Nathalie, une question que tu relayes parmi les participants en ligne. D'abord une remarque qui dit que ces présentations mériteraient d'être davantage diffusées auprès des agriculteurs de façon à démystifier en fait le rôle des caméras et puis les avantages de ces outils, voilà, et de démystifier surtout. L'appel est lancé. L'appel est lancé auprès des champs d'agriculture, des conseillers. Oui, on va s'y atteler aussi. On a bien l'intention d'y participer. Et Corentin Leroux, que nous saluons, pose également une question. Est-ce qu'il y a des enjeux différents entre la vision pour la robotique ou la vision pour l'agroéquipement en général ? Alors, la plupart des objectifs et des contraintes et des questions sont communes pour les deux. En revanche, le petit plus qu'il y a en robotique, c'est qu'on a des aspects un peu plus liés au guidage, à la reconnaissance d'obstacles, à la sécurité, qui vont être peut-être un peu plus particuliers qu'à d'autres aspects sur le machinisme. Mais au final, la plupart des enjeux sont communs. Merci Christian, et merci pour la transition avec la présentation suivante. On l'applaudit encore une fois très chaleureusement.